Michael Levinas. Merci beaucoup, Michael. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour ces derniers entretiens de la revue de cette saison. Merci à nouveau à la Maison de la Poésie de nous accueillir. Merci à l'équipe technique et puis un merci très chaleureux à Michael Levinas, qui est lié de longue date, d'une amitié forte avec Michel Deguy. Et cette séance étant consacrée aux relations entre poésie et musique à l'occasion de la publication aux soins de Bénédicte Goriot du premier livre posthume de Michel Deguy, Ut Musica, Ut Poiesis, publié aux éditions du Canoë, avec des dessins, 8 dessins de Christine Chanson, qui est ici, que nous remercions, et dont nous voyons des œuvres derrière nous. On en verra quelques-unes au fil de l'après-midi. Mais peut-être, Michael, voulez-vous commencer par dire 2 mots sur ce morceau et la relation que vous aviez avec Michel? Oui. D'abord, je voudrais dire que je suis d'autant plus ému que je suis venu à la Maison d'Amérique latine dans le cadre déjà d'un lien profond avec Michel Deguy et avec Daniel, nous partagions ce lien. Je suis venu pour ses 80 ans et je crois que j'ai joué, si ce n'est l'arietta, je pense que j'ai joué le mouvement lent de l'opus 106, pour tout vous dire. Voilà, donc c'est très très bouleversant aujourd'hui de réveiller cette musique beethovenienne, à la fois pour Michel, mais aussi ça réveille évidemment ce moment dans la Maison d'Amérique latine où il était là, bien vivant et très intense. Voilà, donc je voulais tout de même le dire. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez dire un mot sur l'arietta? Alors, oui, bref, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être importantes, qui vont être dites aujourd'hui. Il y a la question. Alors, comme vous avez vu, je vais dire quelque chose de très rapide comme ça. J'ai bien entendu, je sais l'importance de l'opus 106 pour Michel Deguy. Dans l'arietta, j'ai fait quelque chose, c'est-à-dire que je n'ai pas joué le premier mouvement, le lieu ne s'y prêtait pas aujourd'hui. Évidemment, cette arietta ne peut pas vivre sans le premier mouvement. Et surtout, quelque chose est très important par-delà la question de l'arietta elle-même, c'est la notion du passage et du temps, dont je suis sûr que c'est un élément très important. Je parle au présent, pour Michel Deguy, c'est-à-dire ce qui est cette découverte de la manière dont le temps passe, mais le temps passe, c'est plus que sans césure, le temps se métamorphose. Et le temps se métamorphose, et il se métamorphose par la résonance, et ça c'est très beethovenien, et par la contemplation du son. Et donc, effectivement, je pense que, quelles qu'aient puissent être les professions indépendantes de Michel Deguy, il y avait une profonde sentiment métaphysique que je lis dans toute sa poésie, y compris dans ses derniers entretiens. Et effectivement, la manière dont il y a une méditation qui, à la fin du premier mouvement, s'étend jusqu'à une espèce de résonance, une résonance qui va de très bas à très haut et de très haut à très bas. Évidemment, cette résonance se transforme en arietta. Et ça, l'arietta n'existerait pas sans cette écoute de la résonance qui monte et qui descend. Et non seulement la résonance qui monte et qui descend, mais la phrase beethovenienne existe par l'ascension et par la descente. Et l'ascension et la descente est en même temps un mouvement respiratoire qui est à l'origine de la mélodie. Et je pense que le poète, quand il parle de ce qui monte et qui descend, je crois qu'il y a là, effectivement, cette écoute, même s'il ne l'a pas formulée dans la phrase beethovenienne, de sa structure respiratoire qui donne un sens à l'incantation et qui, sans aucun doute, pour le poète, fait partie du mouvement même du poème. Merci beaucoup, c'est très inspirant ce que vous venez de dire, Michael. Dans
disons, si on cherche, et on va les reparcourir avec Bénédicte, les lieux par lesquels Michel de Guy reliait, et dans sa pratique et dans sa théorie, poésie et musique, on en trouve immédiatement 3. On les développera avec Bénédicte. Il y a un scénario, dont je vais dire un mot dans un instant, un scénario sur la mer Clavière, et qui illustre parfaitement ce que vous venez d'évoquer, le mouvement de descente et de remontée. Il y a un lieu tout à fait topique et très exigeant, très important dans toute la carrière de Michel de Guy, poète et poéticien. C'est ce qu'il appelle la ronde des arts. La poésie n'est pas seule, le rapport entre la musique et la poésie, et l'idée du com, c'est-à-dire que il peut y avoir du com, mais c'est sur fond de différence. Et c'est un point qui revient beaucoup dans les entretiens avec Bénédicte. Et puis il y a, et c'est le point sans doute central que vous venez d'évoquer, dans une méditation qui vient aussi de ses réflexions sur Hegel, sur Heidegger, la question de la temporalité. Et de la question centrale pour lui, que poésie et musique sont des arts du temps, non pas comme continuité, mais comme lieu où se donne à vivre le sentiment du temps comme négation de lui-même. La phrase de Hegel, nous sommes faits de la matière de la musique, qui est la négation. Et ça, c'est un passage, un lieu sur lequel Michel insistait beaucoup. Justement, alors, je vais me permettre de jouer simplement l'introduction de l'opus, du mouvement lors de l'opus 106, et je me permettrai d'aller dans le sens de ce que dit Michel de Guy en utilisant un terme sur le temps qui me paraît être par essence la question du sentiment temporel de la structure poétique. Alors pendant que vous regagnez votre piano, je rappelle que dans Brevet, qui est un livre qui n'est pas, disons, le livre le plus lu de Guy, mais qui est un livre central, qui est un pivot avec actes et figuration, hein, il y a un deuxième livret qui s'appelle PMU. Alors, c'est évidemment pas un passage qui chante les louanges du Paris mutuel urbain, mais plutôt de Polymnie, Melpomène et Uranie. Et dans le deuxième livret de Brevet, il y a un texte qui s'appelle Opus 106, scénario, dont je lis juste le début, qui est un argument. Et donc, c'est un argument que De Guy avait imaginé pour un film. Il s'agit de donner à voir et à entendre le troisième mouvement de l'opus 106 pour Hammerklavier de Ludwig van Beethoven. La durée est celle de l'exécution effective du morceau, à peu près 17 minutes. Le lieu est une salle de concert où un pianiste s'exerce à répéter, et les alentours de cette salle, principalement un ensemble d'escaliers. Dans la mesure où le sublime de cette musique, comme aurait dit le XVIIIe siècle, consiste dans la tension et la lutte des forces d'ascension et de descente, d'un principe d'élévation et d'un mouvement de retenue et de retombée, de l'équilibre d'un monter et d'un dégravir, ou encore comme d'un nageur à contre-courant qui paraîtrait presque immobile à un regard extérieur, la grande image, le grand mythe selon lequel la musique peut se mettre en scène pour l'œil qui l'écoute, est celui d'Orphée et d'Eurydice, plus précisément saisi au moment de la descente aux enfers, de la remontée et de la perte d'Eurydice.
j'ai fait entendre ça, bien entendu, et on évoque la question du temps. Et je me suis permis, enfin, dans mon enseignement et dans l'écoute que j'ai de ça, et là, je retrouve évidemment cette intuition extraordinaire dans la structure même d'un projet de film, c'est que le temps, dans ce mouvement-là, et le son, est basé sur la notion du perdre le temps, c'est-à-dire d'une sorte de contemplation du son qui permet de rentrer dans le son, ce qui explique la notion du mouvement lent et la notion qu'à un moment donné, le temps se dissout dans la contemplation de cette temporalité. Et bien sûr, alors sans ici rentrer dans une notion analytique, c'était lié au sens musical du terme, hein, mais bien entendu, dans la science très importante de ce mouvement, dans laquelle naît d'ailleurs la notion de l'octave, de la résonance, chaque accord, dans sa retour, dans la manière dont ce que Michel de Guy entend dans ce qui monte et descend, monte et descend, monte et descend, au-delà du système lui-même tonal qui dicte sa forme, bien sûr, ce qu'il entend, c'est que chaque accord, le même accord, et à chaque fois, et ça c'est fondamental, à chaque fois dans l'écriture, dans le son, dans l'écoute du perdre le temps, eh bien, il y a une écoute, une transformation de la résonance et l'écoute de ce qui monte et descend dans l'acoustique. Évidemment, cette notion de ce qui monte et descend est dans la phrase même beethovenienne, et elle est à l'origine, et ça, De Guy le devine très bien, de la notion ascensionnelle du musical qui va influencer tout le 19e siècle jusqu'à Parsifal et l'Or du Rhin. Et bien entendu, le son, le musical, c'est ce qui monte et qui redescend, et ce qui est en même temps l'acoustique. Alors, une dernière chose avant de quitter le piano et de laisser la parole, j'ai donc fait entendre dans ce perdre le temps, le passage du temps. Et ce qui est extraordinaire, je suis très très curieux de savoir ce que De Guy aurait fait de la mort du temps dans la fin du mouvement, que je vais faire entendre tout de même. C'est-à-dire quelque chose, le temps meurt par un glissement, qui est un glissement acoustique qui se situe au-delà de la chronologie. On n'est nulle part. En fait, compte, il n'est pas. Le temps va amener la fugue, mais c'est dans le glissement du temps que cela se passe. Merci.
m'excuse énormément de devoir quitter la salle. Le plaisir que j'ai à jouer pour vous et le chef-d'œuvre est une évasion. En fin de compte, je suis dans un travail d'écriture très angoissant et je dois vous laisser. Pardon. Merci beaucoup, Michael. L'occasion de ce dernier entretien donc, nous est offerte, je le disais, par la publication d'un livre d'entretien que Bénédicte Gorillot avait eu avec Michel pendant plusieurs mois et qu'elle va à la fois nous raconter et en donnant la parole à Michel Deguy. Je le redis, hein, le livre est illustré par des dessins, 8, de Christine Chanson. Jeff, on pourrait peut-être changer juste un. Voilà. Et Bénédicte, c'est à toi. Merci. Merci infiniment, Martin, et tous les membres de la revue Poésie, Claude, Tiffaine, Guillaume, Henri qui filme, et puis aussi à Sylvie et Marie-Armelle, les filles de Michel Deguy, d'avoir permis cette rencontre, vous en l'organisant. Et avant toute chose, je voudrais dire, si ce livre existe, c'est par la chaîne d'Amitié. Ça a été un livre extrêmement douloureux à écrire. C'est un livre qui m'a fait beaucoup pleurer, parce qu'en fait, c'était mon travail de deuil, ce qui est un tourment au sens étymologique latin, un tourment de douleur, où on s'efforce de continuer à vivre, même quand quelqu'un qui était devenu indispensable n'est plus là. Et Michel Deguy, pour moi, était devenu l'interlocuteur à qui, dès que j'avais une question, surtout en philo, et où je séchais, il était toujours là, toujours prêt. Je savais que je pouvais l'appeler n'importe quand et il se ferait un plaisir de me répondre. Et quand cet interlocuteur disparaît, on se retrouve orphelin. Donc, écrire le livre a été très dur parce qu'il fallait malgré tout le faire aboutir alors que l'autre n'est plus là. Et en même temps, il y avait eu une promesse. Ce livre, je le dis rapidement dans la préface, il a quelle origine ? Il a d'abord notre matière foisonnante du premier livre d'entretien qu'on a fait paraître en 2016, Noir, impair et manque, aux éditions Argol, et qui va connaître, j'en remercie chaleureusement, grâce à Colette Lambiric aux éditions du Canoë, une deuxième édition prochainement. Et évidemment, avec Michel, comme d'habitude, on avait trop de choses, la matière débordait. Et on a dû renoncer au dernier chapitre sur la ronde des arts. Cependant, dans ce chapitre-là, il n'y avait pas encore l'idée de se centrer sur la musique. On abordait la ronde des arts, et pictura, et musica, et poiesis, et on pourrait dire chorégraphia, et cinématographia, comme le scénario écrit autour d'Opus 106 de Beethoven invite à élargir cette ronde. Et donc le but, c'était donc de reprendre ce qu'on avait dû abandonner. Mais en même temps, pour des raisons X ou Y, une collègue américaine, Adélaïde Rousseau, travaillait déjà sur poésie et peinture, donc il n'était pas question de reprendre son travail. Au contraire, il fallait la laisser développer ce travail. Et moi, par ma formation musicale, alors très humble, d'amateur, dans ma jeunesse, j'étais particulièrement sensible
à ces rapports que Michel de Guy semblait poser entre poésie et musique, mais qu'en même temps, il complexifiait et ne rendait pas si évident que ça à percevoir. Ce qui a peut-être expliqué que dans les commentateurs de Michel de Guy, finalement, il n'y a pas énormément, dans les œuvres écrites, dans les articles publiés en version papier ou les ouvrages, il n'y a pas énormément de chapitres consacrés au rapport du poète Michel de Guy avec la musique. On en trouve, et à la limite, je dirais c'est logique, beaucoup plus de traces, un intérêt peut-être plus suivi dans le monde de la radio. Et parce que le monde de la radio est déjà dans la projection de la voix. On pose sa voix, on la projette, on la musicalise. Et il y avait donc eu notamment 2 grandes interviews de Michel de Guy. En 2007 avec François Nicolas, au Centre de documentation des musiques contemporaines. Et en 2011, qui semblait une année vraiment placée sous le signe musical, une interview avec François Noudelman dans Je l'entends comme je l'aime. Il y avait eu aussi une émission avec Daniel. Et voilà. Voilà, alors... Voilà, et alors c'est là où le livre est l'occasion de compléter. Et désolé, voilà, c'est de compléter. Donc il y avait eu votre émission, Œuvres croisées. Il y avait eu aussi, il me semble, Christian Rosset qui avait fait aussi une série de 5 épisodes de 30 minutes en 2005 sur le rythme, Michel de Guy et le rythme. On n'est pas exhaustif, donc je le dis en toute humilité. Voilà. Mais le but était donc de se dire, de proposer à Michel de Guy de reprendre en fait les propositions qu'il avait pu formuler lors, en tout cas, de ces émissions dont j'avais connaissance, et j'aurais hâte de pouvoir réentendre, si le podcast existe, l'émission que vous aviez pu faire, et de lui demander où il en est. Voilà. En 2021, vous en êtes où, Michel, avec la musique? Ça, c'était vraiment un sujet qui nous taraudait. Et évidemment, il y a eu une autre donnée qui en fait aggrave quelque part le ton du livre. Je dirais que le livre, il est en plein dans son opus 106 de Beethoven. Il ne cesse de vouloir monter dans la réflexion et il ne cesse de descendre vers ce terme qui était clair pour tout le monde. Pourquoi avoir commencé si tardivement? Pourquoi seulement en 2021? Bon, pour des raisons X ou Y de disponibilité des uns et des autres. Et pourquoi finalement le déclencheur? Là, on s'y met et ça devient notre priorité. Eh bien, c'était le 28 juin 2021. Michel venait d'apprendre qu'il serait en soins palliatifs. Et une conversation de désespoir. Et moi, dans ces cas-là, avec mes proches, je veux les accompagner pour que tout cela reste vivable. Et j'ai dit à Michel, on sait le terme, on sait où vous allez, mais ça n'empêche pas de passer encore de bons moments. Et donc pourquoi on ne ferait pas cet entretien sur la musique qu'on a toujours eu envie de faire? Et voilà, c'est parti de là. Et à partir de là, ça a été justement l'énergie du désespoir, selon une autre formule de Michel de Guy, approfondir la réflexion qu'il avait pu, ça et là, disséminer dans divers textes, qui sont en réalité nombreux, quand on y regarde de près, qui s'étalent au moins depuis 1982. Note sur le rythme ou comment faire un impair, qui a été republié dans Choses de la poésie et affaires culturelles en 86, et qui ne cesse, qui ponctue ça et là toute son écriture. Alors, j'ai dit et en même temps, interroger Michel de Guy sur la musique pouvait paraître paradoxal parce que l'écrivain ne cesse par ailleurs de marquer les différences
entre poésie et musique, ne cesse de dire que le poème n'est pas la musique, le poème c'est autre chose, le poème n'est pas une partition. Et donc, dans mon dialogue avec Michel Deguy, j'ai dû affronter cette difficulté. En fait, un paradoxe, une contradiction interne. À la fois, marquer fortement la différence entre le domaine du poème et le domaine du musical, et en même temps, ne cesser de constater la convocation de l'un avec l'autre. Et c'est cet avec, ce sont les modalités de l'avec que j'ai voulu proposer à Michel Deguy d'éclairer. Alors, plutôt que de faire un speech, il reste combien de temps 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. En fait, je propose de lire quelques extraits. Peut-être que déjà Claude ou Daniel, vous voulez réagir à ce qu'a dit Bénédicte, ou après? Non, ça peut. Très bien. Non, Bénédicte. Voilà. En fait, c'est juste pour vous donner de la matière concrète à la réflexion sur la façon dont Michel envisageait ses rapports. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit dans le livre. Alors, je vais suivre l'ordre du livre. Au début du chapitre 2, je lui demande, parce qu'il s'agit d'être rigoureux, Michel était la rigueur intellectuelle même, donc on ne parle pas de musique ou de poésie sans se demander ce qu'on met exactement comme définition derrière. Et je lui demande, que mettez-vous derrière le mot musique? Michel Deguy. Donc c'est pages 29 et 30. D'abord ceci. Il ne faut pas oublier que musica ou mousika en grec, ce sont les muses, c'est-à-dire la parole poétique. Et là, je pense immédiatement à saint Augustin et au De Musica. Cet ouvrage très important pour moi, que j'ai fait travailler à mes étudiants, de quoi traite-t-il? De la prosodie et de quelques 300 types de pieds. Le pied, il s'agit de poser et lever le pied pour marquer le découpage ou la séquence poétique. Il s'agirait d'un découpage après coup. Au fond, ce n'est pas historique et ce n'est pas autobiographique. On ne commence pas par dire, voilà, on part de la différence brève-longue, comme dans l'iambe où on inverse le trochet et ensuite on augmente. Non. Les 300 pieds analysés et décrits par Augustin dans le De Musica nous plongent dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la versification. Comme si la poésie était différente de la versification, de la mise en vers. Non, on ne met pas en vers. Le vers, c'est l'existence de l'élément poème, de la séquence poétique dans la langue, même si après, on met le poème en tout ce qu'on veut, en prose, en vers, en les deux. Le lieu, l'élément dans lequel on vit, dans lequel vit ma langue, la maternelle, la seule et unique où je peux penser et parler, eh bien, cet élément, c'est la prosodie. C'est le chant, dans tous les sens du mot chant. Le chant est donc cet élément dans lequel la langue se fait entendre. Qui n'a pas entendu sa langue dans sa capacité prosodique n'a pas de rapport avec sa langue. Je relance. Si je comprends bien, cet ouvrage d'Augustin a été très important pour vous parce que via le mot musique, il met l'accent sur la donnée fondamentalement rythmique de la langue, générée par la succession variée des voyelles brèves et longues. Musique et rythme sont donc intimement liés. Et même la musique serait d'abord cette capacité de faire rythme, d'imposer à la continuité brute de sons perçus en première sensation, articulés ou non à des signifiés, des successions isolables de différences, de durée ou d'intensité, peu à peu théorisées et catégorisées en pieds, en l'appellation ancienne du maître, puis en vers. Michel Deguy, oui. Donc ça, c'est le premier extrait. Deuxième extrait, Michel Deguy, un petit peu plus loin. La musique m'intéresse, dans la mesure où elle peut me permettre de caractériser la spécificité du poème, c'est-à-dire cette capacité qu'a le poème de faire entendre ma langue dans ses potentialités prosodiques inouïes,
ce que j'ai appelé un jour une certaine prouesse de langue. Alors je relance Michel. En effet, vous aviez proposé cette formule dans l'édition de François Noudelman en 2011. Il vous interrogeait précisément sur la musicalité du poème ou musique de la langue et il questionnait par là même la validité d'une formule mobilisant une définition analogique entre poésie et musique. Le poème étant comme musique, c'est-à-dire doté d'une possible musicalité, d'un air de famille commun. On se situerait là à l'exact inverse d'Augustin dans son De Musica, qui plutôt définissait la musique par la poésie, par un ut musica poiesis. Michel de Guy. L'inverse, je ne sais. Le complémentaire peut-être, parce qu'au fond, ut poiesis musica, ou bien ut musica poiesis, ça revient toujours au même. C'est l'affaire commune, en commun, du rythme. La prouesse de langue, si j'ai bien compris, je pose la question à Michel, recouvrirait alors cette capacité d'un poète à manifester la valeur éclatante de sa langue, c'est-à-dire l'infini de ses potentialités rythmiques, indéfiniment étendues et variées par la combinaison nouvelle d'accents ou de durées que les sujets qui la parlent en révèlent. Et je reprends ici la théorisation du rythme formulée par Méchonic en 1982. Réponse de Michel de Guy, oui. Et je veux rappeler ici deux choses. Précisément dans un vieux texte, Note sur le rythme ou comment faire un impair, paru en même temps que Critique du rythme, à laquelle vous faites allusion. J'ai écrit que la langue, et pour moi c'est la langue française, parce que je suis un poète qui écrit en français, doit être envisagée dans son rapport avec sa prononciation, avec la diction d'un sujet, qui va parler sans dire, et que la langue est alors envisagée comme une partition de potentialité rythmique. Je filais la métaphore musicale parce que sur ce point, l'analogie est légitime. Musique et poème mobilisent en commun la notion de rythme pour se définir. Extrait suivant. Ce n'est pas pour autant que Michel de Guy confond en identification musique et poésie. Je le cite, page 47. Attention, on peut aussi comprendre l'une des grandes différences entre la parole et le chant, avec toutes les questions innombrables et futures de la chanson. Alors, je lis la différence. C'est la différence entre le fait que je peux chantonner en inventant la musique, un poème de Baudelaire, avec ce que font les musiciens, par exemple Fauré, Duparc ou encore Debussy, qui ont composé des chants à partir des vers de Baudelaire. La musique, ici, comme avec Fauré ou Duparc, s'empare du poème et la déforme. On ne l'entend plus comme poème. Ils font ce qu'ils veulent. Ils traînent une minute sur une syllabe. Toutes ces différences doivent être soigneusement, analytiquement, rigoureusement épelées. N'oublions pas qu'un poème de Baudelaire, capturé, déformé par Fauré ou Duparc, n'existe plus. Une cantatrice peut, elle, traîner en faisant « ah, 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 ah », ce qui fait, je dis n'importe quoi, qu'une demi-seconde de diction va devenir 43 secondes de chant d'une chanteuse. Mais cela n'a plus rien à voir avec le poème. C'est autre chose. Même la chanson, dont on pourrait croire qu'elle garderait une diction syllabique, proche du poème, traîne sur les voyelles et déforme le poème. Vous n'avez qu'à écouter Léo Ferré, qui allonge systématiquement les rimes des poèmes de Baudelaire, comme dans l'Invitation au voyage. Je reprends. Soit. Mais derrière cette autre chose du chant musical, aria, lied ou chanson, vous entendez le jeu aggravé sur les durées du signifiant. Et là, vous me faites penser au compositeur Frédéric Durieux, dont j'ai relu récemment un article de 2008, où il indiquait que le chant musical se caractérise précisément par cet allongement, cette distension de la prosodie syllabique. Du coup, vous soulignez une différence essentielle entre le chant propre à la musique,
ou chant musical, qui cultive la distension durative, et le chant de la langue, ou chant prosodique, qui contraint la durée dans les bornes brèves de la syllabe. Et cela m'amène à une nouvelle question, si on continue de creuser les différences. Cette autre chose du chant musical pourrait-il aussi renvoyer à la mélodie? On a beaucoup parlé du rythme avec Saint-Augustin, mais on n'a pas beaucoup parlé de la mélodie. Et alors là, cette réponse extraordinaire de Michel de Guy, la mélodie, pourra rebondir là-dessus. Alors j'insiste, Michel finit par répondre, « Elle peut me toucher, en tant qu'auditeur occasionnel à l'opéra ou ailleurs, pour autant que ma surdité me les laisse percevoir, mais elle ne m'intéresse pas en tant que poète, parce que le poème n'est pas là-dedans, même quand il est lu à voix haute. Et il n'a pas forcément besoin d'être lu à voix haute. On n'a pas à lui donner une sonorité ou à le sonoriser, ou plutôt la poésie a ce qu'on peut appeler sa sonorité. Elle consiste en cette sonorité muette dont a parlé Mallarmé dans le célèbre Aboli Bibelot d'inanité sonore. On n'a pas à lui donner la sonorité. En fait, c'est la langue qui sonne. C'est le fameux « ouï-dire », comme j'en avais appelé mon premier livre. Ouï-dire, c'est le s'entendre dire qui présuppose une jouissance de sa propre langue. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de lire un dernier... Oui, un dernier. Un dernier extrait. Justement pour introduire sur la ronde des arts. Donc c'est dans le chapitre 3 du livre, page 59. J'interroge Michel de Guy, je dis « J'aimerais qu'on étudie plus précisément les rapports que poésie et musique entretiennent dans votre œuvre. » Réponse de Michel de Guy. Vous venez d'évoquer mon livre de 1987, donc la poésie n'est pas seule. J'ai interrogé en effet le commun des arts, mais pas du tout au sens du même, au sens du commun en deux mots. C'est la grande affaire qui m'occupe depuis des lustres. Comme vous avez retrouvé le passage où j'en parle, on peut le relire. Donc on relit le passage. C'est comment les arts entre eux, car la poésie n'est pas seule. Les arts sont plusieurs, nombreux, une diversité. Quelque chose les apparente, les fait comme, trait d'union, un. Si on l'applique à notre discussion d'aujourd'hui, le commun entre la poésie et la musique est pour moi l'entente jouissive du rythme. On vient de le rappeler. Mais attention, poème et musique, poème et chant ne se confondront jamais, malgré la tentation qu'on peut avoir de faire servir l'un à la description d'un caractère saillant de l'autre. Le poème est, en étant seulement comme la musique, dans la mesure où il ne s'identifie jamais à elle, et vice-versa. Et ce sera le dernier échange que je lirai de Michel. Oui, mais on reste dans l'analogue descriptif avec la conscience des différences entre les arts rapprochés, d'accord. Mais un peu plus loin dans le même livre, j'avais l'impression que vous poussiez plus loin le rapprochement analogique, vers un possible transfert remédiatif des qualités de l'un vers l'autre. Je cite, toujours ce texte de 1987, de Michel de Guy. Que fait un mime? Il fait au sens de mimer. Il donne à reconnaître ce qu'il n'est pas. Il le représente en son absence. On dit volontiers qu'il exprime. S'exprimer serait exprimer ce qui me manque. Ainsi, regardant et oyant la chanteuse hier, qu'exprimait-elle? Que lui manquait-il? Et des musiciens, eux, de la voix, elle, du langage et du sens. Ainsi, la musique mime-t-elle la poésie, et celle-ci la musique. Un arbre mime l'autre grâce à ce qui lui manque et qu'il désire exprimer par transposition.
D'où ma nouvelle question, Michel. Que manque-t-il à la poésie par rapport à la musique, ce qui explique qu'on les rapproche ou les appareille de façon plurimillénaire? À mon avis, rien, répond Michel de Guy, parce que c'est autre chose. Si je commence à lire, à dire un poème, une nuit que j'étais près d'une affreuse juive, comme au long d'un cadavre, un cadavre étendu, ça n'a rien à voir avec la musique. C'est la capacité que j'appelle chant, la capacité de la langue à faire entendre un sujet qui a été élevé dans la jouissance de sa langue, c'est-à-dire dans l'infini de ses capacités prosodiques. Quand je vous disais qu'interroger Michel de Guy sur ses rapports entre poésie et musique n'était pas chose facile, vous mesurez la difficulté. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, vous l'avez entendu, hein, la comparaison, elle opère sur un certain nombre de concepts clés hein, dans l'œuvre de Guy. La notion de chant profond, la notion de rythme, la notion de prouesse aussi, hein, prouesse de langue, prouesse en langue. Et évidemment, la question de la temporalité. Il faut rappeler que de Guy a été un des acteurs hein, de ce qu'on peut appeler maintenant, avec le recul, hein, la querelle du rythme, hein, la grande querelle du rythme, déclenchée par les lectures variées de l'article de Benveniste. Hein, est-ce que le rythme obéit plutôt à une schématisation visuelle, hein, d'alternance, ou au contraire à un écoulement différencié? De Guy, Méchonic et d'autres hein, se querellant sur la question. Et de fait, hein, dans Ut Musica, Ut Poiesis, ce qu'on peut dire et que Bénédicte Gouriot a bien dit, c'est comme on pourrait dire, hein, en citant un substantif qu'aimait beaucoup Rousseau, hein, c'est l'opiniâtreté de Michel, à vouloir que le com de la Ronde des Arts hein, soit un com qui insiste sur la différence plus que sur l'identité. Alors peut-être que, avant d'entendre Daniel, tu veux dire un mot là-dessus, Claude, ou on entend d'abord Daniel? D'accord. Donc Daniel Cohen-Lévinas, qui elle aussi était liée à une longue amitié avec Michel de Guy, qui a été son éditrice, hein, qui a publié dans la revue Poésie de nombreuses fois, et qui est philosophe, musicologue, et qui a accompagné aussi Michel sur ces questions, puisque comme je le rappelais, tu avais consacré une longue émission au rapport de Michel à la musique. Voilà. Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je veux tout d'abord remercier la Maison de la Poésie et les amis de la revue Poésie. C'est vraiment beaucoup d'émotions pour moi. Et j'ai lu, et je remercie Bénédicte aussi d'avoir lu des extraits de ce très bel entretien. J'ai lu avec une très vive émotion le dialogue de Michel de Guy avec Bénédicte, qui porte sur la musique, donc. Et je l'ai lu avec ce que j'appellerais des pas de côté, qui sont des pas de côté disséminés par Michel dans ses entretiens, qui sont très significatifs. Je pense à ce que Michel dit, justement, de la langue maternelle, qui est un thème absolument central, en évoquant Hannah Arendt, qui n'avait pas grand-chose à voir, il faut le dire, avec la musique. La langue dans laquelle on peut dire « je me permets des choses ». Je dirais que la lecture de ces très beaux entretiens, trop de choses à dire, je vais moi aussi faire un pas de côté et peut-être entériner la question des différences plutôt que de l'identité, et peut-être même plus que des différences, hein, d'une frontière qui est infranchissable, me semble-t-il, pour Michel. Je dirais que la lecture de ces très beaux entretiens ont ravivé, bien sûr, nul besoin de le rappeler, de très nombreux souvenirs, car j'ai eu la joie de beaucoup parler de musique avec Michel, mais ils ont surtout ravivé le sentiment de ce que j'appellerais une équivocité fondamentale, je dirais même inaugurale, équivocité qui est quasiment la signature de la relation ou du face-à-face ou de l'alliance, appelez-la comme vous le voudrez, entre le poème et la musique, entre la poésie et le musical. Cette équivocité,
Je la résumerai en citant Michel. C'est une citation également que tu as rappelée, hein, Bénédicte. C'est la première d'ailleurs que tu as fait en citant des extraits. D'abord ceci. Et ça, vraiment, c'est l'opiniâtreté de Michel. Je l'entends dire d'abord ceci. D'abord ceci, il ne faut pas oublier que musica ou musica en grec, ce sont les muses, c'est-à-dire la parole poétique. C'est-à-dire la parole poétique. Alors, pourquoi dans ce préambule, je ne vais pas plus loin dans la citation, pourquoi dans ce préambule, d'abord ceci, comme s'il fallait poser une condition ou un fondement à ce qu'est initialement avec les Grecs la musique, hein, c'est-à-dire elle serait d'emblée métaphysique en quelque sorte, elle aurait un fondement. La musique pour le poète, pour les artistes en général, peut-on déceler une ambivalence, une équivocité, voire une instabilité qui fait au fond que, historiquement, on ne va plus très bien savoir si la langue poétique est musicale ou si la musique parle des langues, à savoir qu'elle serait indissociable de la parole. Et au fond, ces entretiens le montrent admirablement bien. La geste de Michel de Guy en tant que poète qui pense la langue poétique, il n'est pas que poète, mais il pense la langue poétique, s'inscrit, selon moi, dans cette longue tradition pour qui la musica, la musique, participe de l'idée que la musique, certes, est un lieu de rassemblement pour les muses, un lieu qui dit ce rassemblement, et cette idée va se déployer jusqu'à la fin du XIXe siècle, prenant une ampleur considérable avec Wagner, avec le Gesamtkunstwerk. Dire de la musique qu'elle est un lieu de rassemblement, c'est au fond ne pas la laisser à sa seule autonomie, ou au fait qu'elle pourrait s'octroyer seule le privilège de la saisie de la langue. Certes, elle est une saisie de l'être, comme le disait Hegel, repris par Heidegger, au sens où elle nous affecte. Elle est, reprenant la phrase de Hegel, ce point, comme le dit Hegel, où se concentrent tous les O et les A de l'âme. O, A, c'est une sorte de réduction phénoménologique du discours, de la langue. Mais précisément, parce qu'elle requiert cette puissance d'ébranlement, le poète, comme le philosophe, nourrit une sorte, j'appellerais ça un soupçon à son endroit, qui est aussi la manifestation de la passion, de la fascination qu'il peut avoir pour elle, c'est-à-dire pour la musique. Et au fond, ce que je trouve extraordinaire chez Michel de Guy, c'est particulièrement éloquent dans le dialogue avec Bénédicte, ce sont, je dirais, les effets de résonance, plus exactement le chiasme entre la modernité poétique, dont il participe naturellement, et les présupposés en vigueur dans le monde grec et dans le monde latin, on a cité Augustin, qui n'ont jamais cessé de se déplacer, soit à l'identique, soit en se déboîtant un peu, en claudiquant, avec des phases de réconciliation qui n'ont jamais vraiment duré très longtemps. Je n'ai pas le temps de le montrer. Et ce que je trouve très beau dans la poésie de Michel, c'est qu'en dépit de son amour profond pour la musique, Bénédicte, tu as demandé à la fin pourquoi si tard ? Et moi, j'aurais tendance à dire, mais la musique, ça aura toujours déjà commencé, en définitive. C'est une finalité sans fin, comme dirait Kant. Et ce que je trouve très beau dans la poésie de Michel, c'est qu'en dépit de son amour profond pour la musique et le fait que pour lui, l'expérience de ce qu'il appelle la levée ou la tombée de la langue, ça monte, ça descend, par la musique, qui tendrait donc vers, peut-être pas la mélodie pour lui, mais un lyrisme que l'on pourrait comprendre comme étant d'essence musicale, eh bien, n'est pas exclu. Au contraire, sa poésie, son art poétique retient pudiquement quelque chose de cet élan qui appartient à la musique, le retient, mais il n'y va pas. Il ne va pas totalement dedans. Il le retient dans la langue, à même la parole. Mais Michel ne cède pas complètement
à la tentation d'une poétique musicale de la langue qui est en effet un risque et un piège. Pour aller dans le sens de ce que dit Michel dans les entretiens, vous savez, je vais faire une petite parenthèse, vous savez, puisqu'il a parlé de musiquer dès le début des entretiens, vous savez, dans le monde grec, la musique est considérée comme un art divin. Mais cet art, il est divisé en deux. D'un côté, il incarne une naissance, une levée, c'est le dieu de Delphes, celui de la tradition dorienne, du courage, c'est le dieu de Socrate, et d'Athènes, c'est donc Apollon, vous l'aurez reconnu. Et de l'autre côté, il incarne une tombée, et une tombée thanatologique, mortifère. Il incarne un côté beaucoup plus inquiétant, il incarne le dieu de la décadence, qui est figuré par celui-là même qui fut écorché par Apollon. Je veux parler du satyre Marsyas. Alors, entendez bien, il ne s'agit rien de moins du procès de la lyre d'Apollon, donc, contre la flûte de Marsyas. Marsyas était un extraordinaire joueur de flûte. Je vous renvoie au banquet de Platon. Cette flûte qui a un double tuyau et qui pourchasse, c'est-à-dire qui ne fait pas que du mélos. Elle produit des doubles sons, c'est-à-dire l'horreur pour le monde grec, de l'harmonie. Cette flûte à double tuyau qui pourchasse, comme Platon le dit dans le banquet, le vide de chaque plein en vibration. C'est-à-dire rien de moins que la mise à mort du logos, tout simplement. Ce qui, dans le monde grec, encore une fois, est le scandale absolu. Le scandale d'une musique abstraite au sens où elle aurait rompu ses liens avec la langue et avec le langage. Tout est fait donc pour empêcher la musique de se déprendre de la langue. C'est en effet un problème historique, c'est un problème poétique, c'est un problème philosophique, mais c'est aussi une question politique. Car chez les Grecs, une musique qui passerait par-dessus le logos est considérée comme une puissance de déshumanisation. Apollon a la bouche libre. Il peut, en s'accompagnant de la lyre, chanter de la poésie, en l'occurrence des lamentations, des dithyrambes, des péans. Marsyas a la bouche occupée. Il ne peut ni parler, ni chanter, ni dialoguer, ni s'adresser à un interlocuteur. Et non seulement il ne le peut pas, mais lorsqu'il joue de la flûte, son visage se contorsionne, se défigure. Il est comme enroulé, concentré sur sa flûte, qui produit encore une fois deux mélodies et non pas une seule. Il invente l'harmonie. Alors qu'on était dans une pensée de l'intervalle, parce que chez les Grecs, du point de vue poétique et philosophique, ce qui porte l'idée poétique et philosophique peut être, l'expression peut être portée par la question du son. Avec deux sons simultanés, vous l'aurez compris, la trajectoire du sens est fondamentalement contrariée. Donc la référence à la musique grecque, elle n'est pas anodine, parce que c'est cela aussi, d'où l'importance du code pythagoricien. La musique est comme tenue par, si vous voulez, des considérations extérieures à sa propre nature, car laisser la nature, la musique s'abandonner à sa vraie nature pourrait déboucher sur un déferlement de violence, voire de barbarie. Et je rappelle que dans la République de Platon, dans les académies musicales athéniennes, il était formellement interdit d'ajouter une corde à la lyre. Parce qu'on passait, si vous voulez, de l'art de l'accompagnement à la virtuosité. Et avec la virtuosité, on tombait sous le code de ce que les Grecs appellent le charme, c'est-à-dire ce qui vient encercler le sentiment et qui peut faire taire même le philosophe. Et je vous renvoie à la scène du banquet où, au moment de faire la vraie philosophie, eh bien, on chasse Diotima, la poétesse tragique, et Marsyas, le joueur
de flûte. Et il y a un tel traumatisme de cette exclusion, parce que chacun est fasciné, que Alcibiade va dire à Socrate, mais toi, Socrate, tu es un joueur de flûte infiniment plus extraordinaire que Marsyas, parce que tu n'as pas besoin de mettre une flûte dans la bouche. En nous parlant, tu opères les mêmes effets. Alors, je suis très sensible à la manière dont Michel, et j'entends encore certaines discussions avec lui, je suis très sensible à la manière dont Michel tourne autour de ce paradoxe originaire que j'ai appelé cette équivocité foncière, si je puis dire. Car que serait la poésie sans la musique? Mais en même temps, pardon pour le en même temps, hein, je ne l'ai pas fait exprès, plus la poésie s'approche de la musique, j'entends la main du poète, celui qui écrit des poèmes, plus elle court le risque de s'éloigner de la parole, plus elle court le risque d'être absorbée, dissoute dans et par la musique qui ne lui fera absolument aucun cadeau, comme on le sait. Donc la modernité poétique qu'appelle de ses voeux Michel n'est pas du tout, en effet, la fusion entre musique et poésie. Et Wagner, Michel en parle un peu de Wagner à la fin des entretiens, a réalisé cette fusion. Il a eu l'idée évidemment géniale d'élaborer un langage musical où tout parle, où les micro-sémantisations sont autant dans la parole, dans la voix, que dans l'orchestre et dans l'instrument. Donc la mélodie continue, ce qu'il appelle l'arioso continu, c'est exactement ça. La mélodie sonore se prolonge dans la mélodie vocale et inversement. Et d'ailleurs, son modèle, c'est les Minnesänger du Haut Moyen-Âge en Allemagne. Il a mis ça en scène dans les maîtres chanteurs. Pour avoir été consacré poète dans le Haut Moyen-Âge en Allemagne, il fallait avoir inventé une mélodie. Et pour être consacré compositeur, il fallait avoir écrit un poème. Voilà. Et donc là, les zones de différenciation sont totalement ténues. Mais au fond, si on est tout à fait sincère, c'est la musique qui parle le plus. C'est à la musique que la dramaturgie est confiée. Et au fond, c'est la musique qui a le dernier mot. Parce que les leitmotifs, précisément, c'est plus d'une voix. C'est comme chez Marsyas. C'est une voix, plus une voix, plus une voix, plus une voix, et ça crée une polyphonie de leitmotifs, et tout le tissu orchestral est contaminé par cette simultanéité de voix. Et donc, finalement, en dehors des grands airs, des grands arias, l'intelligibilité du texte disparaît derrière cette polyphonie musicale. Je défie quiconque d'entendre le texte quand il assiste à un opéra de Wagner, contrairement à Debussy avec Péléas et Mélisande. C'était d'ailleurs la hantise de Debussy que de ne pas reproduire Wagner par rapport à ça, mais de maintenir l'intelligibilité du texte et l'autonomie du texte. Donc ici, la prosodie, au fond, elle est ruinée. Elle est totalement ruinée, elle est comme noyée. Et le chanter-parler dont parle Michel est également dissous. Le travail du sens, c'est une expression de Michel, parlant du pyrrholinaire, n'est plus le propre ici de la parole. Il y va de ce que Michel appelle, en effet, la ronde des muses. Mais je suis très étonnée que cette question de la ronde des muses perdure jusqu'à la fin du livre, et même aboutisse à la question de la ronde des muses. Le poème total, qui est au débat, veille sur les différences, en définitive, ruine les différences. Oui, alors, on peut veiller sur les différences à la condition de renoncer, Martin vient de le dire, à son identité de poète à part entière. On va dire que la grande question romantique qui s'est poursuivie pendant la modernité, le Dichter, la Dichtung, chez Wagner, ce n'est plus le poète. C'est clairement le musicien. Les amours du poète, je reprends le titre du fameux cycle de Schumann, Dichterliebe, sont désormais comme transcendés dans la musique.
Donc il n'est plus certain que dans ce contexte, on puisse distinguer les muses. Je ne le crois pas. Ce sont des muses en extension qui sont sommées par le compositeur de comparaître. Alors, c'est sublime, naturellement. Et Michel dit bien que l'opéra de Wagner le fascine, mais il dit aussi, Bénédicte, tu lui poses une question en citant un de ses propos sur Wagner, les guillemets de la réflexion frappent aussi le chant. Je trouve cette expression absolument sublime. Les guillemets de la réflexion frappent aussi le chant. Il est question de la mémoire, justement, quand ça revient. Quand ça revient de manière obsessionnelle, ça revient et c'est différent. Ça revient et ça s'est métamorphosé, c'est le propre du leitmotiv. Alors, je crois profondément que Michel savait que la musique était prédatrice, est une prédatrice. Le poète, et surtout le très grand poète qu'il était, ne peut pas renoncer à la parole. Du moins, la poésie passe par la parole, et plus particulièrement, en effet, par le rythme, le rhythmos. Ou encore, ce qui est rythmable, ce qui est rythmable dans la langue, dit Michel. Il utilise une expression, c'est dans justement le texte sur l'opus 106, l'expression, le rythme, c'est le pouls du temps. Et au fond, le pouls du temps, c'est bien plus que le découpage des durées de la phrase, c'est bien plus que les scansions de la prosodie. C'est vraiment le déploiement de la temporalité de la langue elle-même. Alors là, on est en plein Heidegger. On pourrait dire même le déploiement de la vérité de l'être. C'est le déploiement de la vérité du poème. D'où sa passion pour Augustin, aussi, qui invente un mot, musaïque, donc, vous voyez, et qui entend, Augustin, dans la langue, des formes de séquences, tantôt poétiques, tantôt musicales, des scansions, des battements qui peuvent également aboutir à des silences. C'est très important, le silence, pour Michel. C'est la définition qu'Augustin donne du chant, et c'est aussi celle de Michel, je crois, qui a été rappelée tout à l'heure, le lieu, je le cite, l'élément dans lequel on vit, dans lequel vit ma langue, la maternelle, il l'appelle la maternelle, la seule et unique, où je peux penser et parler. Eh bien, cet élément, c'est la prosodie, c'est le chant dans tous les sens du mot chant. Alors, je reviens juste à Wagner. C'est Wagner qui écrit ses propres textes opératiques. C'est livré, comme on dit. Il est poète et musicien. Et très sincèrement, c'est un homme de théâtre extraordinaire. On est tous d'accord. Mais les livrets de la tétralogie, on peut peut-être dire, avec beaucoup de déférence, qu'ils sont un peu indigents. Voilà. Donc, mais quand je dis ça, c'est pas ironique. Sans doute faut-il cette part d'indigence, on va dire de trivialité réelle, et Wagner le savait, homme de théâtre et homme de musique, pour oser exécuter et s'approprier le texte comme il le fait. Donc il n'y a pas de geste. Je voudrais peut-être insister sur ce point, en tout cas pour moi. Il n'y a pas de geste, j'en parlais avec Martin lorsque nous nous sommes rencontrés à Place de la Sorbonne, il n'y a pas de geste de déposition, de dessaisissement ou de dépossession de la langue chez Michel. Jamais. Il parle de ma langue, la seule, l'unique, comme paradigme de chant. C'est vraiment extraordinaire. C'est même pas que la langue s'élève jusqu'au chant, c'est que la langue elle-même est un paradigme de chant. C'est le matériau poétique irréductible. La Muttersprache, pour reprendre l'expression de Celan, mais ça c'est exprimé dans un tout autre contexte. C'est quasiment chez Michel une loi des reins. Autrement dit, mettre en musique un poème pourrait bien être une expérience tautologique, en effet, à moins de consentir à ce que la musique prenne au poète sa langue, son unique, la seule. On est aux antipodes, on est vraiment aux antipodes de ce que Derrida dit de la langue. Je n'ai qu'une seule langue, ce n'est pas la mienne, dans le monolinguisme de l'autre. Alors, certes, on peut l'entendre comme une posture rhétorique et performative, mais Michel, en tant que poète, immense poète,
ne pourrait pas dire ça. Parce que Michel, il est à la fois dans l'accueil inconditionnel de la musique et dans la retenue. La main du poète, la voix du poète, et celle de Michel, c'était quelque chose, retient les deux d'un seul tenant. Je voudrais ajouter qu'historiquement, je connais vraiment très peu d'exemples de compositeurs qui soient parvenus vraiment, et Dieu sait que j'ai beaucoup travaillé, mon premier livre s'appelle « La voix au-delà du chant », j'ai consacré beaucoup de textes, notamment, je suis moi-même accompagnatrice pendant des années, j'ai accompagné des chanteurs, notamment dans le répertoire du Lied. J'ai vraiment parcouru beaucoup cette question. Je connais peu de compositeurs qui soient parvenus vraiment à combler l'exigence du poète, qui soient parvenus à le contenter, voire à l'apaiser. Ça a souvent déclenché des colères absolument terribles et des ruptures irréversibles. Je pense, alors historiquement, je ne prends pas de risque, hein, je pense à la querelle entre Schubert et Goethe. Goethe s'est senti littéralement pillé. Il considérait que sa poésie s'autosuffisait et qu'elle était déjà en soi un phénomène musical. Pour ne rien dire de René Char, à notre époque contemporaine, au début des années 1950, lorsque Boulez a commencé à travailler sur le marteau sans maître, René Char était, comment dire, furieux. Il était juste absolument furieux. Et vous avez entendu Bénédicte lire des extraits où Michel dit clairement que Baudelaire, alors heureusement j'avais pensé mettre l'invitation au voyage chantée par Souzet, en faisant référence au texte de Barthes, Le grain de la voix, vous avez entendu qu'un poème de Baudelaire, fut-il mis en musique par Duparc, Forêt, Debussy, eh bien, n'est plus poème. Vous voyez ? C'est-à-dire, on passe du poème à « il n'est plus poème ». Et en fait, ce n'est pas sûr du tout. Peut-être que la musique révèle quelque chose du poème. Mais ça, l'obstination de Michel, il ne pouvait pas vraiment acquiescer à cela. Alors, oui, la poésie n'est pas seule. Ça, c'est un grand leitmotiv chez Michel. Mais en même temps, dès lors que la poésie se rapproche un peu trop de la musique, eh bien, elle perd son identité de poème. Alors, comment concilier cette non-solitude et le fait de préserver quelque chose qui a à voir... Je ne sais pas si le mot « identité » aurait été celui de Michel. Je mets des guillemets sur ce mot-là. Je voudrais conclure en évoquant le rapport de la musique à la mort. Michel en parle merveilleusement bien lorsqu'il évoque Purcell, compositeur anglais baroque, en particulier l'ère du froid dans Le Roi Arthur. Non, après. Je reviens rapidement et définitivement au grec, enfin pour l'heure. Dans le monde grec, la musique n'est jamais très loin du fleuve Lété, à savoir le fleuve qui sépare le monde des vivants et le monde des morts. Et nul doute que trop se laisser séduire par les mirages, le mirage des sirènes par exemple, peut susciter des pulsions thanatologiques. Le mythe des sirènes est là pour nous le rappeler, et seul Ulysse en a réchappé, comme vous le savez, avec moult stratégies. Alors, ce qui retient l'attention de Michel dans cette ère du froid, c'est que la proximité avec la mort ne dissout pas le sens, la phrase, le vers, la prosodie, exactement comme dans la tradition du Lied romantique allemand. Si on pense à la jeune fille et la mort, si on pense à beaucoup de toute façon, tous les thèmes dans la tradition du Lied sont des thèmes métaphysiques.
où la vie et la mort se côtoient ensemble. Il y va d'un souffle entrecoupé, vous allez l'entendre, ce sont des figures de ce que l'on appelle des hoquets en musique, qui scandent le texte, hein, des syncopes qui sont structurées autour de figures isorhythmiques, et ce sont des figures haletantes qui oscillent entre une presque vie et une presque mort. Et c'est aussi cela, l'équivocité pleinement poétique et pleinement musicale dont je parlais au début de mon intervention. Je cite Michel, « Le souffle court du vers, c'est le souffle coupé du presque mourant qu'on veut ramener à la vie, le corps engourdi de froid, où ce pourrait être la maladie qui ne peut plus bouger, qui veut retourner à la mort. » Alors, j'ai choisi, et Martin m'a autorisé à vous faire écouter pour terminer cet air du froid. Il est chanté par un chanteur à haute contre absolument extraordinaire qui s'appelle Jakub Józef Orliński. Jeff, la 4, et peut-être on change l'image, si tu veux bien. La ligne de musique 6, justement. Ouais, je sais pas si on l'a. C'est l'image violette. Ouais, je sais pas si on l'a. Ouais, on a celle-là. Non, c'est pas ça. La musique 4, alors.
Merci beaucoup à Daniel Cohen-Levinas. Qui courageusement m'a dit « Je ne commande pas, vas-y toi ». Voilà. Bénédicte, un mot, et puis j'aimerais bien que Claude réagisse aussi. Un petit mot, c'est dommage qu'on ait un petit bug technique pour ne pas pouvoir projeter la ligne de musique 6 de Christine Chanson sur l'air du froid de Purcell, parce que là on voyait ce que pouvait être la ronde des arts au sens où Michel l'envisageait, c'est-à-dire il n'était pas question de la confusion, mais il était question en fait d'un cumul, d'une convocation ensemble de chaque art dans ses différences pour ses vertus propres. Et donc, là, par exemple, pourquoi ai-je demandé à Christine Chanson d'accompagner le livre avec des dessins ? Parce qu'elle avait réalisé des lignes de musique qui montraient cet accompagnement. On n'est pas dans l'illustration, on n'est pas dans la tautologie conceptuelle. La peinture est par définition la plus muette qui soit. Elle est encore plus muette que le poème éventuellement. Il n'y a pas de sonorisation. Et en même temps, quelque chose s'exprimait qui renvoie à ce que disait très bien Michael Levinas tout à l'heure. Le travail de la musique, c'est un travail de la résonance du son. Et qui se développe en mélodie. Et qui se développe ensuite en pièces. L'idée musicale, comme il l'expliquait sur France Musique en 2001. Et la ligne 6 de musique que je vous inviterai à aller voir alors dans le livre de Christine Chanson. Page 88. Voilà, illustre, pour moi, elle montre admirablement ce développement de la résonance du son avec les moyens du peintre. Et les moyens du peintre, c'est emprunter au sismographe, emprunter la caisse de résonance de la décharge d'énergie, de l'élan, du choc énergétique que le son aussi représente dans notre réception la plus brute, mais avec les interruptions, justement. Et cette tension contradictoire entre le souffle qui s'arrête, qui est à peine vivant ou pas encore tout à fait mort, et le désir jusqu'au bout de tenir quoi ? Un fil de vivre. Voilà. Je voudrais dire aussi que cette image, on l'a beaucoup moins ici, que cette image est aussi une représentation, si on regarde des sonogrammes, tout simplement, la manière dont on représente le son, c'est une image formantique du son, avec des zones, en effet, qui sont plus épaisses, c'est-à-dire des fréquences, des amplitudes, et c'est vraiment en acoustique musicale, les représentations sont très, 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 très similaires, en effet. Et donc, on peut l'entendre. Un acousticien, un musicien, et je ne suis pas si sûre que ce soit une peinture muette qui ne parle pas. Claude, deux mots peut-être sur ce que tu viens d'entendre ou sur autre chose. Non, d'abord, je ne peux pas, à l'issue de cet magnifique entretien, ne pas ressonger comme vous tous à la voix et à la diction si particulière de Michel. Et moi j'ai toujours eu l'impression que ça, oui, le timbre de sa voix est placé d'une certaine manière, et le rythme de sa diction, y compris dans la conversation ordinaire. C'était pas du tout réservé à des grandes circonstances de démonstration théâtrale. C'était à tout moment que sa diction était non pas travaillée, c'est pas du tout ça, mais incarnée, exceptionnellement incarnée. Donc il y a quelque chose là d'unique, je crois, chez Michel, et on avait l'impression qu'il réalisait quelque chose en parlant avec ce timbre, avec ses accents, avec ces vitesses, ces lenteurs, etc. Il réalisait quelque chose, mais il appelait quelque chose encore. Il y avait un suspens permanent. Donc là c'est vraiment, pour moi, un des souvenirs les plus vivants de Michel, sa voix, sa diction, son rythme, son souffle, y compris au téléphone. Voilà, quelque chose d'unique là. Puisque vous avez merveilleusement évoqué, entre autres choses, Purcell, la musique de Purcell, je ressonge à un projet qu'on avait eu aussi, on en a parlé, Martin aussi. On s'était dit, il y a un poète sur lequel il faudrait travailler aussi, qu'il faudrait lire d'abord et travailler. C'est Gerard Manley Hopkins,
hein, et qui a écrit un des plus beaux poèmes qui soit liés à la musique, c'est le sonnet sur Purcell, qui est une merveille absolue. Et on avait ce projet-là, hein, voilà. Ce sera pour une autre vie. Voilà. Et puis, c'est tout. J'ai resté là parce qu'on avait songé, mais ça sera justement pour une autre fois, on avait songé à évoquer d'autres présences dans la revue Poésie de la musique, de musique et poésie, du texte et de la musique. On le fera. Il y a un musicien, un compositeur qui a été présent rapidement, mais tout de même, dans la revue, c'est Gyuri Kurtag. Hein, le merveilleux musicien roumain-hongrois, etc., dont une pièce de théâtre, dont un opéra, pardonnez-moi, sur fin de partie, a été joué il y a peu. Et c'est très étonnant parce que il a fait un opéra. J'ai très bien connu Kurtag, hein, j'ai travaillé avec lui. Je travaillais avec lui en particulier sur des textes de Platon et sur des textes de Mallarmé. Et avec un humour permanent. Avec lui, on travaillait avec Kurtag, ça voulait dire travailler avec Gyuri Kurtag, mais aussi avec sa femme Martha. On travaillait à... Oui, je sais bien. Oui, je le sais trop. Mais quand, par exemple, une fois, je suis arrivé chez eux, pour telle et telle raison, ils me disent « Ah, aujourd'hui, on lit l'après-midi d'un faune de Mallarmé. » Paf, ils avaient revu le truc de Nijinsky, ils se sont mis de chacun d'un côté. Et on a lu l'après-midi d'un faune comme ça, et c'était une joie, un bondissement permanent. Voilà. C'était ça Kurtag. C'est toujours ça. Il est toujours en vie, et il travaille toujours, parce qu'il nous l'a dit. Voilà. Donc, revenir à Kurtag, tel qu'il est présent dans la revue, ce serait aussi une grande chance, avec la question du deux, c'est-à-dire la voix, la parole et la musique. La parole et la musique. Ça reste une grande question. Je rappelle que Kurtag a décidé de faire son seul opéra sur une pièce de Beckett. Beckett qui avait dit, en tout cas en attendant Godot, je ne crois pas que le texte de Godot puisse supporter les prolongements que lui conférerait forcément une mise en musique, etc. etc. Donc Beckett refusait la mise en musique de son théâtre. En revanche, Kurtag a décidé de le faire. Il a passé, je sais pas, un peu plus de 10 ans à le faire, mais il l'a fait. Ce qui m'intéresse, j'en termine là-dessus, c'est que partout chez Kurtag, partout, le 2 se maintient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fusion, c'est pas du tout du Wagner en ce sens, il n'y a pas du tout une fusion entre musique et texte, il y a une dualité permanente, comme cette fosse d'orchestre aussi noire, ces rideaux qui tombent noirs au milieu des moments de la pièce, il y a sans cesse division. Pas fusion, division. Voilà, j'en reste là. Pas fusion, division. Bien, chers amis, c'est le moment de nous séparer, en tout cas pour l'été. Je remercie beaucoup au nom de la revue Bénédicte Goriot. Je vous encourage à acheter le livre Ut Musica, Ut Poiesis. On remercie aussi beaucoup l'artiste qui nous a donné ces images. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu projeter la ligne sur l'air de Purcell. Merci beaucoup à Daniel Cohen-Lévinas. Vous avez applaudi et remercié Michael Lévinas qui est parti. Merci beaucoup à la technique et à la Maison de la Poésie. Et puis merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux entretiens qui porteront à la fois sur la vie de la revue, les numéros qu'on viendra vous présenter, et sur un nombre de questions dont la revue ne cesse de se saisir parce que ces questions la saisissent. Alors merci vraiment, bon été et continuez à lire de la poésie et la revue Poésie. Voilà.